sécurité. Mais comment au juste la nommer? Une clôture, un mur de séparation entre les communautés, un mur de l'apartheid? Alors il ne s'agira pas de porter un jugement de valeur sur l'entreprise, sur le chantier, mais de dessiner précisément avec nos cartes le tracé de cette barrière et de tenter de comprendre les conséquences. De quels espaces politiques parle-t-on? Voici Israël dans ses frontières internationalement reconnues en 1948, au moment de la création de l'État hébreu. Et ce qui fait frontière entre Israël et la Cisjordanie, c'est ce qu'on appelle la ligne verte. Au terme de la guerre de 1967, la Cisjordanie, Gaza, l'Est de Jérusalem sont occupés par Israël. Eh bien, ce sont ces territoires palestiniens occupés qui vont faire l'objet des accords d'Oslo de 1993. Entrons dans le détail de ces territoires. D'abord Gaza. C'est une bande de terre qui ouvre sur la Méditerranée. Là vivent 1 200 000 Palestiniens et 7 000 colons juifs. Les accords d'Oslo ont prévu que Gaza passe sous contrôle total palestinien, mais les frontières externes de ce territoire sont contrôlées par l'armée israélienne. Plus à l'ouest, la Cisjordanie. Là vivent environ 2 millions de Palestiniens et 236 000 colons juifs. Les accords d'Oslo avaient prévu le découpage de ce territoire en 3 zones différenciées, puis, après une période intérimaire, la création d'un État palestinien. Or, ce découpage n'a jamais fonctionné. Pire même, cette recherche de la paix a accouché d'une guerre. Alors pourquoi? Eh bien, plusieurs facteurs ont fait dérailler le processus d'Oslo. Premièrement, la seconde intifada n'a pas été déclenchée par la seule visite d'Ariel Sharon sur l'esplanade des mosquées en septembre 2000. Celle-ci n'a été qu'une étincelle. Ensuite, la colonisation des territoires s'est poursuivie, alors même que le processus d'Oslo était en cours. Ehud Barak, l'ancien Premier ministre israélien, a trop fait traîner le transfert des territoires vers l'autorité palestinienne. Arafat, de son côté, n'a pas voulu, ou n'a pas su, saisir les propositions qui étaient faites par Israël. L'autorité palestinienne, sur laquelle Arafat agit en autocrate, manque de transparence dans les dépenses de fonds, qui venaient d'ailleurs majoritairement de l'Union européenne. Il n'y a pas eu de changement concret, rapide, pour les Palestiniens eux-mêmes. Le désespoir, puis les rivalités dans le camp palestinien ont engendré les premiers attentats suicides du Hamas et du djihad islamique sur le sol même d'Israël. Et Arafat a maintenu une attitude ambiguë quant à leur condamnation. Alors à ces attentats succèdent les représailles de l'armée israélienne, auxquelles répondent de nouvelles bombes humaines en Israël. Le cercle est fermé. La Knesset vote donc en juin 2002 le budget pour construire une barrière de sécurité entre Israël et la Cisjordanie. On voit ici le projet. Et la fonction de cette barrière est identique à celle qui existe autour de Gaza, c'est-à-dire empêcher les infiltrations de terroristes. En fait, la logique israélienne, c'est le premier devoir de tout État, c'est d'assurer la sécurité à ses citoyens. Alors on voit ici ce qui est terminé en février 2004, soit environ 200 km linéaires, mais évidemment la construction de la barrière se poursuit, les chiffres sont évolutifs. Cette barrière a une emprise au sol d'une 50aine de mètres de large, toujours prise côté palestinien, et elle se compose d'un fossé, puis d'un chemin de patrouille, puis au centre d'une barrière thermosensible, puis d'une bande de sable, pour que les traces de pas puissent être visibles. À certains endroits, la barrière prend la forme d'un mur de béton de près de 8 mètres de haut, visant à empêcher les tirs des snipers. Prenons 2-3 exemples sur le terrain pour saisir quelques-unes des conséquences de cette barrière. Au nord de la Cisjordanie, la barrière de sécurité va vers le Jourdain en suivant la ligne verte. Vers le sud, elle part de Salem. Plus au sud, à partir de la localité de Al-Fam, la barrière, là, ne suit plus la ligne verte. Elle s'enfonce à l'intérieur de la Cisjordanie pour venir séparer 3 colonies juives des territoires palestiniens. Ce tracé vient ainsi coincer une dizaine de villages palestiniens, soit 5200 personnes, entre ce nouveau mur à l'est et la ligne verte à l'ouest.
Ainsi, les villageois ne pouvaient pas aller en Israël en franchissant la ligne verte, et maintenant ils ne peuvent plus aller chez eux, en Cisjordanie, comme bloqués dans une sorte de zone de non-droit. Le mur est parfois construit entre les villages palestiniens et les champs cultivés, ou alors il sépare les villages des puits, ou les villages des oliviers. Maintenant plus au sud, la ville palestinienne de Kalkia. Là, pour que les deux colonies de Alfé Ménaché et de Tzoufine se retrouvent côté Israël, la ville de Kalkilia, qui fait 40 000 habitants, se voit comme encerclée par 3 remparts de béton, construits au nord, à l'ouest et au sud de la ville. Et le motif avancé pour ce tracé, c'est que Kalkilia, et puis plus au nord, Tulkarem, seraient des lieux de passage de kamikazes. La barrière de sécurité fait aujourd'hui passer 22 000 colons côté Israël, soit environ 15% des colonies. Or, ces maisons et ces appartements ont été construits dans les territoires occupés. Les Palestiniens ont donc tendance à penser que la barrière s'occupe peut-être de sécurité, mais elle est aussi une façon de mettre en œuvre les projets du mouvement des colons. Et puis, c'est un très gros chantier qui coûte 1,5 million de dollars par kilomètre linéaire. Et si le projet est achevé en 2005, la facture devrait tourner autour de quelques 1 milliard de dollars. On peut donc douter que l'arrangement soit vraiment provisoire. À Jérusalem maintenant, on voit 3 tronçons du mur qui ont été construits au nord, à l'est et au sud de la ville sainte, soit 20 km de clôtures électriques, de fils barbelés, de routes militaires qui séparent Jérusalem de Ramallah au nord, de Bethléem au sud, de Aboudis à l'est. Et si le mur est complété, il va venir isoler les quelques 200 000 Palestiniens vivant à Jérusalem-Est de leur arrière-pays, la Cisjordanie. Alors officiellement, il s'agit de protéger le grand Jérusalem des attaques terroristes, mais les Palestiniens pensent qu'un mur de séparation entre Jérusalem et la Cisjordanie rendra quasi impossible une Jérusalem-Est, un jour capitale du futur État palestinien. Le tracé se prolonge, car le gouvernement israélien a approuvé la suite du projet. La barrière devrait donc s'enfoncer derrière les grosses colonies de Ariel et Emmanuel, placées très loin en territoire cisjordanien. Cette phase de construction devrait se faire plus tard, compte tenu de l'opposition des États-Unis d'Amérique. Mais si ce tracé est réalisé, les analystes estiment que 11,6% de la Cisjordanie, comportant près de 80% des colonies juives, passera côté Israël. Alors la première fonction d'un État, c'est d'assurer la sécurité à ses concitoyens, d'où la construction de cette barrière, car ceux qui décident d'envoyer des kamikazes sont parvenus à prendre 2 populations en otage, les Israéliens bien sûr, et les Palestiniens eux-mêmes, qui maintenant vont subir les conséquences de cette séparation. Alors pour certains, il s'agirait juste d'un arrangement provisoire de sécurité, et non pas d'un mur politique, d'une frontière, mais tout de même on peut en douter. Quand il s'agira de délimiter la frontière entre Israël et le futur État palestinien, le mur de sécurité fera nécessairement précédent, car c'est là un plan unilatéral de séparation entre Israéliens et Palestiniens, et cela tourne le dos au projet d'Oslo. En tout cas, les 2 camps radicaux ont obtenu ce qu'ils cherchaient, ne rien fixer, ne rien figer dans un traité de paix. En 2001, je me souviens très bien vous avoir dit que les murs étaient dans les têtes, et bien aujourd'hui, ils sont dans le sol. Alors c'est toujours très difficile d'avoir une approche équilibrée et sensible sur ce domaine géopolitique, donc je vous conseille 3 livres, Israéliens et Palestiniens, d'Alain Dieckhoff et Rémi Levaux, aux éditions Ballant, une nouvelle revue de politique étrangère, Questions internationales, qui est éditée par la Documentation française, un très bon numéro de 2003 sur Moyen-Orient, zone de conflit, avec une approche très pondérée, avec beaucoup de cartes qui vous permettront de comprendre ces territoires complexes. Et puis un livre, un dialogue entre un chef d'orchestre israélien-argentin, qui est Daniel Barenboim, et un professeur de littérature comparée, Edouard Saïd, palestinien-américain. Il dialogue sur l'éducation, sur Israël et Palestine, bien sûr, l'éducation à la musique, qui est une éducation au monde,
Alors c'est un livre qui permet de s'élever un petit peu, quand on parle d'Israël et Palestine, c'est nécessaire, et c'est édité au Serment à plumes, au Serpent à plumes, et c'est un des livres que j'ai le plus aimé en 2003.